Cette semaine, nous recevons un réalisateur, producteur, un très grand monsieur. Et c'est pas juste un jeu de mots pour le coup. On sort d'une formation, d'une masterclass plus précisément, comment devenir vidéaste professionnel. Je reçois Yannick Maillard, quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et je pense que je suis pas le seul. On se retrouve pour un nouvel épisode dans le nouveau podcast, donc This is my story. Et on va découvrir ce grand homme ensemble. Yannick, bienvenue. Merci, Guéric. T'as vu, j'ai bricolé quelque chose là vite fait comme intro. Tu t'es bien débrouillé. Franchement, bien joué. Ben, je te remercie. Pour pas déroger à la règle, ce qu'on va faire, tu vas te présenter de manière classique pour ceux qui potentiellement ne te connaîtraient pas, puisqu'il faut rappeler quand même que hier, tu étais à côté d'un mec qui est suivi par 1,5 million de personnes sur les réseaux sociaux. Je dis ça, je dis rien. Et sur Facebook, il y en a 4 millions, je crois. Oui. Ouais. Ok. Donc, Yannick Maillard, réalisateur, producteur. J'ai fondé ma boîte de production audiovisuelle. Il y a ma vidéo, il y a maintenant 7 ans, je crois. Et voilà, je suis passionné par mon métier. J'aime aussi pas mal le foot. Le PSG. J'ai pu comprendre ça, PSG, donc c'est à ce moment-là que je t'ai validé. Je me disais, en plus c'est les supporters parisiens, Ligue des Champions. Ouais, bon, après en ce moment c'est un peu compliqué, mais ça va, on tient bon. Et voilà, et je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup ma famille aussi. Et Okay. voilà. On y reviendra. Alors tu sais, nous c'est bonne enfance, c'est une discussion. On va revenir sur ton enfance. Tu as un frère. Oui. Mais moi, je sais pas si tu as une sœur. Tu vois, j'aime bien poser la question à quoi ressemblait finalement l'enfance de Yannick Maillard. C'était comment le cadre familial dans lequel tu as grandi? Alors déjà, moi j'ai grandi à Chauvel, donc je suis né là-bas et j'ai fait toutes mes années là-bas. Et alors moi, petit, j'étais très casanier. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, très casanier, je regardais beaucoup la télé. Je sortais très peu, j'allais pas trop chez les voisins. Les seuls voisins que j'ai, de toute façon, c'est que mes cousins et cousines. Donc, je traînais plutôt là-bas. D'ailleurs, je fréquentais souvent des cousins, cousines plus grands que moi, en fait. En taille ou... Désolé. Mais pour le coup, c'était les deux, hein, à l'époque. Donc, c'était souvent ça. Donc, j'ai vraiment grandi souvent avec des personnes plus grandes que moi. Qui fait que je pense que j'ai peut-être un peu mûri plus vite que les autres. Bon, c'est pas pour autant que j'ai été très mûr, très, très jeune, hein, mais... Et voilà, c'était souvent ça, très familial, donc beaucoup de déjeuners en famille, des choses comme ça. J'allais pas trop chez les copines, dormir chez les copains, tout ça. Pas trop. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre aussi? Bon, à l'école, j'étais un peu insolent. Alors, c'est bizarre parce que moi, je te voyais plutôt timide, réservé. Ouais, c'est très particulier parce que, alors, j'étais jeune, j'étais boudeur, je rigolais jamais. Enfin, j'avais une mine un peu fermée. Mm-hmm. Bon, j'ai toujours un peu cette mine-là, d'ailleurs. Et ouais, donc, ouais, j'étais vraiment, en fait, à l'école, j'étais bavard. Et surtout au primaire, je répondais, en fait, aux profs. Enfin, surtout ceux que j'aimais pas. Enfin, aux profs, à la maîtresse, au maître. Et ouais, j'étais un peu insolent. Et j'ai gardé ça pendant très très longtemps. Même, je suis toujours un peu insolent hein, maintenant. Mais bon, avec les mêmes personnes. On t'a vu un peu blagueur, justement, que ce soit à la présentation du magazine Karata ou même pendant la masterclass. Donc, pendant ta jeunesse, je suppose que tu as rencontré pas mal des gens qui font ton entourage aussi, avec qui tu as fait, qui j'ai retrouvé. Je suppose que c'est des gens de ton quartier. Logiquement. C'est marrant que tu dises ça, effectivement, ce côté blagueur, comme tu dis. Alors, je l'ai toujours eu. En tout cas, j'ai toujours souvent été entouré de personnes qui ont beaucoup d'humour autour de moi, en fait, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père. Donc, j'ai un oncle du côté de mon père qui, lui, il me fait toujours rire, le mec. Je vais pas dire c'est mon inspiration, mais son humour colle vraiment avec ce que j'aime. Du côté de ma mère, c'est différent. Ils ont un humour différent, tu vois, un peu plus... on va dire un peu moins fin, mais voilà. Mais sinon, ouais, il y a toujours mon père aussi. Il a beaucoup d'humour à sa façon, mais ouais, il a beaucoup d'humour aussi. Et c'est vrai que qui j'ai retrouvé, ça a commencé avec. En fait, à l'époque, il y avait, enfin, qui est toujours, on va dire, c'est un très bon ami à nous, très bon. En fait, on a commencé qui j'ai retrouvé avec mon frère
Donc Laurie et Jean-J. Faut savoir que Jean-J, à l'époque, il était vidéaste, il faisait des mariages, choses comme ça, mais sur un Mac G4, mais c'était à l'ancienne, hein, les caméscopes. Vraiment, le gars, il avait du courage. Hein. Bref, et donc, mais lui, comme il savait filmer, et lui aussi, en termes d'humour, ouais, il est vraiment bon, et il a toujours voulu qu'on filme, en fait, qu'on filme ça, un peu comme Parole pourrie à l'époque. C'est vraiment notre inspiration. Et en 2009, on a lancé ça. Hein, je tournais aussi dedans. Donc on m'a vu. Au début, je tournais, j'écrivais, je faisais un peu de tout. Mais voilà, on a lancé ça entre nous en 2009. Et après, ça a pris de l'ampleur, Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé... Moi, j'aime bien jouer un peu avec les mots. Moi, c'est les jeux de mots, mon truc. Et le sarcasme. Ça, on a compris ça. Hein. On a compris ça. Ouais, je suis un peu emmerdant quand même. Il y a des fois, je me donne pas de limites et voilà. Faut me mettre des limites. Sinon, je continue. Si tu me dis pas à un moment donné, ouais, bon, à un moment donné, Yannick, ça me saoule. Reprends-toi. Ouais, voilà, je continue, hein, tant que, comme on m'a fait, j'y fais, hein. Bon, ça va, c'est une expression libre aujourd'hui. Tu peux t'exprimer. Et très jeune, il rêvait de quoi le jeune Yannick? Il voulait faire quoi? Est-ce qu'il voulait jouer au foot? Est-ce que ensuite, on y arrivera à comment tu arrives dans la vidéo. Mm-hmm. Mais toi, jeune, tu avais envie de quoi? Est-ce que tu savais très tôt ce que tu voulais faire ou pas du tout? Je crois que le premier métier que j'ai voulu faire, c'est avocat. Donc, rien à voir. Ensuite, j'étais plus orienté vers l'audit. Ensuite, conseiller financier. Et puis, j'ai commencé vraiment à comprendre ce qu'est la vie, hein, ce qu'est la comptabilité. Les chiffres, tout ça. Les chiffres, je suis même passé par comptable. Enfin bref, je voulais faire que des métiers un peu, on va dire, classiques, quoi. Mais c'était initié par toi-même et ta volonté, ou le fait de, comme on en a parlé dans un épisode précédent, il faut que tu fasses quelque chose, et puis les parents, bon voilà, des métiers un peu classiques où on sait que tout le monde a besoin d'un comptable. Un avocat, c'est beau sur le papier, ça fait classe quand on se dit je suis avocat. Voilà. Ou est-ce que c'est vraiment des choses qui t'attiraient? Parce qu'en plus, tu parles d'avocat. Je sais pas si toi, tu as regardé à l'époque, c'était une avocate qui s'appelait Ali McBeal. Non, moi, j'ai pas regardé ça. Mais le métier. Mais non, c'est trop vieux, justement. Mais le truc le plus récent que j'ai regardé en matière d'avocat, mais ce sont des avocats américains, c'est pas pareil. C'est Scandale et Suits. Classique, ouais. Donc voilà, tu vois. Donc maintenant, à l'époque, je sais même pas par quoi. Je crois que c'est peut-être le nom, le côté un peu prestigieux, peut-être le côté aussi argent, tu vois, où je te dis que ces gens-là gagnent de l'argent. J'avoue, j'étais beaucoup orienté vers ça, parce que au titre, j'avais vu que ça gagnait bien. Je comprenais. Je sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs aujourd'hui. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, très classique. J'avais pas forcément de grands rêves. Par exemple, le foot, non. Moi, j'ai fait du foot. Je savais très bien que c'est pas possible pour moi, tu vois. D'être professionnel. Je te coupe parce que en tant que réalisateur, je me dis que toi, tu regardes pas les séries ou les films de la même manière que moi. Tu as un sens plus critique. Comment toi, tu trouves le personnage de Harvey Specter? Tu aimes le sarcasme, un peu la répartie. Comment tu trouves le personnage? Moi, ce que j'ai aimé, c'est à partir du moment où il a commencé à devenir faillible. Tu vois? Parce qu'au début, enfin, il est fascinant parce qu'effectivement, t'as l'impression que il a réponse à tout. Il a réponse à tout. Donc ouais, moi j'ai kiffé ça, mais j'ai tellement aimé aussi qu'on a senti qu'il était un peu ébranlé, qu'il était un peu mal à l'aise, tu vois. J'oublie le personnage, comment il s'appelle, Larousse. Je t'avoue, je me rappelle plus, mais c'est pas grave. Bref, mais en tout cas, c'était... Qui est sa secrétaire d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc moi cette sigle-là était vraiment ouf. Donc après, tu sais, le regard critique en fait sur les films et tout, je pense que ça vient aussi à partir du moment où tu commences toi à réfléchir à des personnages, quand tu commences à vraiment écrire et tout. Moi, c'est venu, alors déjà la vidéo c'est venu un peu sur le tard, on va en parler après, mais ouais. En tout cas, c'est cool que je me parle de ça parce que je trouve que ce personnage-là, typiquement lui, est vraiment cool. Mais la performance pour moi la plus ouf en termes vraiment de jeu, c'est son ennemi frère là, l'autre avocat. Comment il s'appelle?
Celui qui a la tête propre, là. Ouah. J'ai oublié le nom mais ce gars-là était magnifique. Enfin, en tant qu'acteur, je pense que ce rôle-là va lui coller à la peau, par contre. Oui. C'est un peu comme le rôle de Phoebe dans Friends. J'ai vu Phoebe dans Night Agent. T'as eu du mal à... Ah ouais, elle a prendre au sérieux. Elle est présidente, frère. Ouais. Elle est présidente. J'ai eu du mal. Présidente des États-Unis, Phoebe. Ça va pas dans la même phrase, ça va pas ensemble. Tu vois. Mais ouais, donc voilà. Après, ouais, donc pas de rêve particulier. Juste quelqu'un de très réaliste, en fait. C'est très terre à terre, comme on dit, où j'essaie de ne pas trop m'enflammer, tu vois. Donc voilà, je fais les choses petit à petit, même si j'ai de grandes ambitions, mais j'essaie toujours d'avancer de façon cohérente et sans jamais essayer de ne pas aller plus vite que la musique, tu vois. Donc voilà, et c'est ça. Après, dans mon enfance, j'ai grandi aussi avec mes deux parents. Et par exemple, on parlait de foot. Mon père, lui, il a fait du foot à un haut niveau en Guadeloupe. Tu vois, en fait, c'était particulier quand j'étais jeune parce que les gens m'appelaient Timaya. Parce qu'ils connaissaient mon père. Hein. Tu vois, mon père, le foot, ouais, dans le foot, il avait, je pense que jeune, il avait une belle notoriété. Il était connu grâce à ça parce que il a joué dans de grandes équipes, Red Star, Sirocco, et surtout, il était capitaine de l'équipe de Guadeloupe. Tu vois, et d'après ce qu'on me raconte, il avait un bon niveau. Donc bon, je les crois. Hein. Après, si t'es capitaine de l'équipe de Guadeloupe, c'est que ça va, tu vois. Mais bon, je pense que s'il était né là maintenant, bon, il était une épice l'argent quand même. Non mais voilà, après, ouais, c'est un gars, il est passionné par ça. Et je pense, bon, naturellement, un peu... Il t'a transmis ça. Ouais. Tu vois, bon, ça fait partie aussi je suppose, du pourquoi du média que tu me disais que tu as... C'est toi qui as transversal? Oui, exactement. Tu as essayé. En fait, donc c'était en 17, non? 14, 14, parce que j'ai commencé karaté en 2015. Et donc ça, c'était entre 2013 et 2014 qu'on a fait transversal. Donc j'ai fait ça avec mon cousin, Little Espion, qui lui aussi passionné de foot. Bon, juste qu'il aime Marseille, ça c'est compliqué, mais bon. Vous avez réussi à bosser ensemble malgré ça? Ouais, bon, après c'est la famille, hein, tu vois, on les excuse, on choisit pas la famille, tu vois, donc, voilà, en tout cas, big up, justement, s'il écoute ça. Et c'était une belle aventure parce que on a réussi quand même à monter ce média-là autour du foot local, parce qu'à l'époque, notre ambition, c'était vraiment de mettre plus de lumière sur le foot local. Tu vois, d'essayer de... En fait, ce qu'on faisait, c'était des résumés de matchs, tout simplement, et on s'est inspiré beaucoup à l'époque de Téléfoot, qui utilisait, à l'époque, c'était encore Téléfoot, tu vois, et encore, ça a décliné un petit peu. Mais en tout cas, ils utilisaient, par exemple, des instrus de Booba pour faire les résumés et tout, tu vois. Donc, nous, on essayait de faire pareil, avec des résumés, avec des instrus hip-hop, et on résumait les matchs et tout. On avait 2 cams, un plan large et un plan serré au bord du terrain. Sauf que le foot est très populaire dans le monde, en Guadeloupe aussi. Mais le foot local avait du mal à intéresser les gens. Donc, tous les supporters, tous les acteurs du foot guadeloupéen étaient contents de notre initiative, mais ça ne sortait pas en dehors de cette communauté-là. Et ça ne suffisait pas pour intéresser les partenaires. Donc, du coup, on a tenu pendant 1 an et demi. Et après, on aurait pu faire plus, hein, mais... à un moment donné, tu t'épuises aussi. Ouais, et surtout, c'est très chronophage, parce que le foot, c'est toutes les semaines. Et des fois, il faut faire plusieurs terrains à la fois, donc ça demande des moyens techniques et surtout humains. Donc, c'était ça. Donc, souvent, on se cantonnait à 1-2 rencontres. Donc, c'était souvent CSM, tu vois. Souvent l'Étoile, souvent Sirocco. Ouais. Donc, parce qu'il y a que ça qui intéressait les gens. C'était les gros, c'était les grosses équipes. Ouais. On a fait, il y avait un match c'était CSM Sarreguemines, une équipe de France, une équipe qui était venue pour la Coupe de France. Ok. Et le match avait fait un pas en tout, ça a fini au tir au but, c'était ouf. C'était ouf. L'ambiance était ouf, c'était au stade des Abîmes. Donc voilà, donc je me rappelle surtout de ce match-là. Et on a fait pas mal de vues, hein. Je crois que ça a fait 3000 vues. Tu vois. Ce qui est déjà bien. Ce qui est bien sur YouTube, franchement, c'est bien. À l'époque. T'as peut-être pas les mêmes notions que t'as maintenant. Exactement. Com, etc. En strat. Exactement. Donc voilà. Donc moi, j'étais content de cette expérience. Donc une expérience média. On va y arriver. Ok. Donc tu as ton papa qui fait du foot à l'époque. Qui veut devenir avocat, tout ça. Mais à quel moment, je pense que tout le monde se pose la question, tu arrives
dans la vidéo? Qu'est-ce qui fait que Yannick se décide à tiens, je veux écrire, réaliser? Alors, faut savoir que écrire, je pense que j'ai toujours aimé ça, mais je me suis jamais, tu sais, tu vas à l'école, tu fais des trucs, on te demande de faire ce que tu veux faire, enfin ce que tu as à faire. Tu vois, moi, je suis comme ça, je suis très scolaire. Tu m'as dit de faire ça, je fais ça. Tu vois. Et tu sais pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'étais en CME ou CME. Il y avait, tu faisais expression écrite. Et là, tu devais écrire ce que tu voulais comme histoire, en fait. T'avais carte blanche, en fait. Et j'avais écrit un truc. Franchement, moi, j'avais kiffé. Je me rappelle plus de l'histoire, mais je sais qu'elle était à dormir debout. J'avais eu 16 sur 20. Et c'est pas la note qui fait ça. C'est parce que j'ai pris plaisir, en fait, à l'écrire. En fait, je pense que c'est la première fois que j'ai compris que j'avais de l'imagination. Enfin, que je pouvais raconter quelque chose qui sortait que de ma tête et voilà. Donc, que personne ne m'avait demandé de faire, en fait. Tu vois. On m'a juste demandé, effectivement, d'écrire quelque chose, carte blanche. Par contre, je me souviens, le mec m'a dit, j'avais écrit, en gros, qu'il y avait quelque chose caché sous la roche. Le gars m'a dit, par contre, on dit pas roche, on dit pierre. Le gars souligne mon roche, il m'a dit, on dit pas roche. On dit pierre. Non, mais bon, bref, et en fait, mais après, c'est parti. Après, effectivement, j'ai développé mon imagination, tout ça, mon écriture, vraiment, avec qui j'en trouvais. Donc ça, c'est venu, j'avais... 2009, j'avais 22 ans déjà. Comment se crée l'idée de qui j'en trouvais? Et à ce moment-là, tu fais quoi? Tu as ton bac? T'as fait quoi comme bac, toi? ES. Nous, on aime tout savoir. S? ES. ES, généraliste. Des gens comme moi qui savent pas ce qu'ils voulaient faire, c'est ça? Non. Alors, en fait, ce qui s'est passé, je ne veux pas faire L, parce que je trouvais que non, ça m'intéresse pas. On a voulu me faire S, parce qu'effectivement, j'étais très bon en maths. Je leur ai dit, mais à part les maths, frère, j'ai rien d'autre, hein, tu vois. Parce que SVT, tout ça. Voilà, c'est pas mon truc, tu veux me mettre dans un truc que j'ai pas envie de faire. Parce qu'ils m'ont dit, oui, non, mais tu feras S, après tu feras des classes prépa, machin. Prépa, c'est pas pour moi. Non, laissez-moi faire mon truc. Donc j'ai fait ES, parce qu'en plus, le côté... l'économie, j'étais très bon dans ça aussi. Même si j'ai pas eu la note que je voulais en économie au bac. Et parce que ça correspondait à mes ambitions du moment. C'est-à-dire qui était plutôt orienté comptabilité, tu sais, l'audit et tout ça. En fait, il fallait plutôt faire ES. Donc ça t'a vraiment plu, ça, longtemps? Oui. Après, je suis parti en France. Donc j'ai fait un DUT GEA, donc gestion des entreprises et administration. Donc ouais, moi j'étais vraiment dans le tertiaire, dans le délire. Et après, je me suis dit, je vais faire des ressources humaines. Enfin. Ah ouais. Ah oui, moi j'étais rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et tu pars donc, tu étais où? Tu étais sur Paris? Non, heureusement. Tu étais où? Heureusement, franchement. Alors, je dis ça tout le temps. Les gens, ils disent ouais. En fait, moi, j'étais à Lieusaint. C'est genre à 15 minutes de Melun. Avant Melun, tu vois. Donc, c'est un peu le fond bois. Ah ouais, c'est loin. Hein. Melun, c'était sur le dernier sur le. Ouais. Mon RER. Le D, j'étais 4 stations avant avant Melun, tu vois. Et moi, Paris était à 45 minutes en transport. Donc, moi, je vais pas à Paris sur un coup de tête. Parce que il y a pas des trains toutes les heures, toutes les minutes et tout ça. Et mais j'étais très content d'être là au final. Franchement, avec le recul, parce que je pense que j'aurais dérivé sur Paris. Ah ouais, trop de tentations. Trop de tentations, sorties, machin. Ah ouais, trop de sorties. Même si, tu vois, t'es pas casanier, mais je sais que je me serais laissé... Parce que t'as des potes, t'as des gens qui vont te solliciter. Ouais, exactement. Déjà qu'à Lieusaint, j'étais pas non plus hyper sur les études. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été à l'aise à l'école, des trucs comme ça. Tu vois, j'ai jamais eu de soucis, machin. Mais je pense que on est antipode feignant aussi, tu vois. Alors, on n'aurait pas dit, parce que t'as un côté perfectionniste. C'est un trait de caractère chez toi. J'ai l'impression d'être perfectionniste. Ouais. Très à cheval. Et c'est ce que tu disais aussi pendant j'ai beaucoup ressenti ça pendant le week-end. On sent l'acharnement sur le fait de bien faire les choses. Et je pense que ça, c'est un point commun que tu as, notamment avec Willem. J'ai vu que tu étais content quand il disait que ça peut prendre, il n'a pas dit 10 ans, mais ça prend le temps qu'il faut.
si le résultat déjà lui plaît et qu'il sent que c'est bien fait. Et ça, effectivement, de par ce que tu racontes, moi j'ai l'impression que ça c'est vraiment un trait de caractère chez toi. Ouais, c'est limite des fois un défaut. Mais oui, je suis hyper perfectionniste. Et c'est vrai que, par exemple, je reviens aux études, hein, mais le truc qui s'est passé, c'est que moi, j'aime bien faire ce que j'aime. C'est ça mon souci, c'est que je suis à fond dans ce que j'aime. Dès que ça commence un peu à ne pas me plaire et tout, j'ai un peu du mal à me mettre dedans. Moi, faut que je suis investi à fond dans ce que j'aime et dans ce qui me plaît et voilà, ce qui va faut que ça, comment dire? Faut que ça te fasse vibrer. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et l'école, à un moment donné, non, tu vois, t'es là, tu te demandes pourquoi. Et donc, un truc, ça c'est complètement débile, hein, mais faut pas faire ça. Non, franchement, je me rappelle, il y avait, sur ma deuxième année de DUT, tu sais, on vient te présenter les nouvelles écoles, les écoles de commerce et tout, machin. Moi, je suis là au fond de l'amphi, me saoulez avec votre truc, tu vois, moi j'ai pas envie. J'appelle ma mère, je lui dis, bon, moi je crois que je vais arrêter. En plus, on m'avait proposé. Et tu sais, l'école me plaisait pas, mais j'étais en stage RH, à Géodis et tout. Et stage de 2 mois, hein. Mais avant même la fin de mon stage, le gars me propose de rester, il me propose un salaire, 1800 €, tu vois. Moi, je travaillais au McDo, je faisais 1000 €, tu vois. Bon, pour moi, c'est beaucoup. Tu vois, et le gars me propose ça, donc je dis à ma mère, bon, ben, je crois que je vais arrêter hein, l'école. Hein. On m'a proposé un job. On m'a proposé un job et je crois que je vais arrêter. Mais et dans la présentation des écoles de commerce, j'y reviens, il nous disait, bon, au sortir de l'école, si vous faites ça, vous avez 35 000 € et tout, à peu près. Donc j'ai écouté, mais sans écouter. Après ça, ma mère me dit non, tu vas continuer, tout ça, parce que voilà, t'as fait que 2 ans, tu sais pas ce que tu feras demain, il va te proposer un contrat de 6 mois, mais après tu sais pas. Et donc, le discours là de 35 000 € est revenu dans ma tête. Je lui ai dit, bon, je continue. Et dans ma tête, je me dis, je continue pour aller au master, pour m'acheter une Audi A3. Parce qu'avec le salaire de 35 000 €, je pourrais m'acheter une Audi A3. Si mal. Incroyable. Alors, Incroyable. débile comme choix. Tu l'as acheté ou pas à la fin? Ben oui. Je crois que j'ai payé mon Audi A3, mais si, je l'ai acheté. Bon, longtemps après, hein, mais je l'ai acheté. C'est parce que merci la ville des amis. Coucou. Mais... c'est pas l'école de commerce, hein, c'est ville des amis. Mais oui, je l'ai acheté, mais après. Donc tu fais ton parcours, tu vas jusqu'au bout, tu continues. Alors, franchement, là, on le balaie, mais en fait, le parcours est assez tortueux parce que je suis pas assez par. Donc, RH. Après, j'ai fait licence pro en intelligence économique. Parce qu'en pas tout va rien, j'ai trouvé ça, j'ai été boum. Et après ça, j'ai fait une année de master RH. C'était en alternance, mais l'entreprise, faut pas faire ça. Mais j'ai fait un abandon de poste. Et ensuite, j'ai recommencé du coup mon master, mais cette fois en communication. Et j'ai été au bout. Et après, j'ai fait 1 an au Canada. Et je suis revenu ici en 2012. Ah, donc peut-être déjà passé une première fois par la case ouais. Canada. Ok. Ouais, je suis passé au Canada, Toronto, pour faire mon anglais. Aujourd'hui, tu es bilingue? Yeah. N'essaie pas d'enchaîner sur moi parce que moi, c'est pas le cas. Oui, Non. Nice, tranquille. Okay. Moi, j'aime bien les wash, tu vois. Ok. Donc, voilà, oui. Toronto, belle expérience. J'ai un petit peu regretté de ne pas être resté plus longtemps. Mais, enfin, un petit peu. Pas sur la table, monsieur. Oui, excuse-moi. Un petit peu regretté parce qu'en vérité, je suis tellement content d'avoir pu faire ce que j'ai fait ici que difficile de regretter. Donc là, tu me disais que ton parcours était un peu sinueux. T'as bifurqué, RH, oui. t'as fait des trucs comme voilà. En fait, je me rends compte que c'est pour ça que je te dis, tu vois, je me suis donné l'objectif d'aller jusqu'au master. Et du coup, c'était par n'importe quel moyen. Parce que quand j'arrive en août, je sais plus, 2010, je crois, où je me suis inscrit à plusieurs facs et je vois que ça marche nulle part, tu vois. Du coup, finalement, il y avait une licence en intelligence économique qui s'est ouverte. C'était une ancienne prof à moi qui avait fait ça. Du coup, je l'appelle, comme elle-même, elle manque d'élèves et tout. Donc, elle me dit, vas-y, viens, inscris-toi, tu vois. Donc, j'ai fait ça 1 année pour passer à
à l'autre année et faire mon Mhm. master, tu vois. Donc c'était vraiment essayer de sauter de branche en branche pour finir avec ça, pour avoir son bac plus 5, parce que le système nous demande d'avoir un bac plus 5. Mais alors, moi, j'aimerais bien savoir c'était quoi la relation que tu avais avec les parents. Dans le sens où, bon, tu sautais sur une branche, une autre. T'as pas l'air de savoir vraiment où tu allais. Tu savais juste qu'il fallait un master parce que ça faisait bien déjà. Pour revenir dire, c'est bon, j'ai eu le master. Comment, c'était quoi les échanges, un peu, si tu t'en rappelles? Est-ce qu'ils étaient même perdus de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec Yannick? Non, mais en fait, je pense après que globalement, ils ont jamais eu ni peur ni de crainte. Parce qu'en fait, ils placent quand même, enfin, ils ont une grande confiance en moi. En fait, ils savent que bon, je suis pas un gars, je vais jamais faire n'importe quoi. Oui, sauf 2 ou 3 fois, je fais n'importe quoi. Mais c'est pas, c'est quand par exemple moi, quand j'étais en France, tout ce qu'ils faisaient, c'est déjà beaucoup, ils payaient mon loyer, tu vois. Donc et après, je me démerdais, tu vois, je demandais jamais d'argent à droite à gauche. Hein. J'ai travaillé au aussi. McDo, je faisais mes trucs. Tu vois, en fait, dès le départ, j'ai travaillé au McDo. Après, parce que j'avais pas de bourse. Mes parents sont trop riches, entre guillemets. C'est la fameuse classe moyenne qui est trop riche et trop pauvre en même temps. Donc voilà. C'est la pire, je Ouais. Voilà, il n'y a pas d'aide en même temps, on est pauvre, mais bon, bref. Et du coup, donc j'ai travaillé tout de suite au McDo. J'ai toujours fait des petits jobs en fait à côté. Donc voilà, ils payaient le loyer, c'est déjà très bien. Mais après, je me débrouillais. Donc je pense que ça aussi, ils ont vite vu que voilà quoi, je peux me démerder. Et quoi que je fasse, ils se sont pas souvent inquiétés en fait, voire jamais, tu vois. Et ma mère me disait souvent ça, que ok, c'est forçant le loyer, mais elle est quand même contente de voir que bon, je demande pas plus, tu vois. Elle me donnait mon loyer et puis après, je me démerdais. Donc c'est aussi pour ça que je suis bien content de ne pas être à Paris, parce qu'à mon avis... Ouais, là, t'es piché. Ouais, le loyer des pichets, et puis la vie à côté aussi, frère. Ça aurait été beaucoup plus cher, tu vois. Et du coup, donc tu termines en com, finalement. Mm-hmm. Tu as déjà cette envie de rentrer. Alors, tu es passé après par le Canada. Mm-hmm. Tu rentres. Est-ce que dès le départ, tu savais que tu allais rentrer finalement en Guadeloupe? Donc, tu étais là-bas juste de passage. Mm-hmm. Et finalement, tu rentres parce que tu as eu les diplômes. Et à ce moment-là, il se passe quoi? Alors, en fait, faut savoir que moi, j'ai toujours vu la France comme un endroit où je fais des études. Voilà, tu vois. D'autant plus que j'ai pas du tout kiffé l'expérience. Enfin, c'est pas que j'ai pas du tout kiffé, c'est que moi, je me vois pas vivre en France, en fait. Et c'est pas que pour une histoire de climat, c'est une histoire de mentalité, de façon de vivre et tout ça, tu vois. Je sais que quand je suis parti de là-bas, j'avais marre de mettre des vêtements sur moi, j'en avais marre de... Voilà, une sorte de pression bizarre, tu vois. Quand j'étais à Toronto, je me suis dit, mais waouh, frère, un grand pays où les gens sont comme chez moi en Guadeloupe, entre guillemets, hein, je parle... Ils avaient une certaine facilité, une relation beaucoup plus simple avec les gens, beaucoup plus ouvert, et ils se prennent beaucoup moins la tête sur des trucs inutiles. Bon, ils disent pas forcément tous bonjour, mais ils sont déjà beaucoup plus sympas. Et donc, quand j'arrive en Guadeloupe, en 2012, faut savoir que moi, mon ambition vraiment, c'était de revenir ici et de faire profiter de tout ce que j'ai pu apprendre ailleurs, tu vois. Tout souvent ce qu'on dit ici. Et après, j'étais pas forcément sûr de ce que j'allais faire. En fait, non, faut pas que je dise ça. C'est-à-dire que rapidement, je suis retourné ici, je crois que le 29 juin 2012, à peu près, ou 30. Enfin, pourquoi je te dis ça? C'est parce que je me rappelle que le 1er juillet, j'avais déjà un entretien, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais au Canada, en juin, au mois de juin, j'ai vu une annonce, enfin, je commençais déjà à envoyer des CV, tu vois, tranquille. D'ailleurs, j'ai fait ça comme si j'étais en France, hein, c'est-à-dire tu vas sur les boîtes, tu auras les boîtes mail, et puis voilà, tu envoies un mail, tu postules, j'avais des trucs spontanés et tout. Et il y a une des entreprises qui m'a répondu, c'était Noviris. Et du coup, il m'a proposé un essai, je vais le voir le 1er juillet, il m'a proposé un essai. Et je crois que je fais quelques jours là-bas, en essai. Et c'est du coup plutôt bien passé. Alors, mais... On connaît l'histoire. Ben oui et non. Ah. Parce que, à l'époque, je te dis, ce qui s'est passé, c'est qu'on fait l'essai, mais en même temps, j'avais postulé, ou bref, j'avais une proposition à la CGRR. CGRR, un truc de retraite et tout. C'est bien payé, tout ça.
Et, sous les conseils avisés de mes parents, elle m'a conseillé d'aller à CGR. Hein. Oui, j'imaginais bien. Parce que Noviris était moins bien payé, ça pile loin, ou qui paye ses sens, ou qui est bien là-bas. Ben frère, Enfin, après, moi, c'est moi qui ai choisi. Hein. On m'a pas forcé, on m'a pas dit allez va. Hein. Elle m'a conseillé. J'ai suivi le conseil. J'ai fait 15 jours à CGR, frère. Je suis arrivé. La dame qui était ma supérieure hiérarchique, j'ai un master 5, elle m'a fait faire, elle m'a envoyé dans la salle des archives. Je devais classer des dossiers, frère. Avec un master 5. Ouais. Avec un... Ouais. En fait, Okay. je suis arrivé, elle m'a mis au placard direct. Ah. Parce que c'est en fait, ce qui s'est passé, en gros, moi, je suis arrivé parce que je connaissais quelqu'un à l'intérieur de la boîte. Et il s'avère que, bizarrement, ces deux personnes-là ne s'appréciaient pas. Et donc, la dame ne m'a pas beaucoup apprécié. Et donc, voilà. Donc, après, j'ai discuté avec les RH et on a décidé que je rentre chez moi. Et voilà. Mais après, écoute, c'est une expérience. Et du coup, je suis retourné après à Noviris. Je sais même plus à quel moment j'ai repostulé à Noviris. Je crois que j'ai dû postuler 1 an plus tard. Parce qu'entre-temps, j'ai fait 6 mois dans un lycée en tant que... Qu'est-ce que j'étais? Coordinateur comment on appelle ça? D'internat. Mm-hmm. Et après, je suis allé à Noviris, je crois. Ouais. Juin 2013, j'étais à Noviris. Et là, on va dire, entre guillemets, que... est-ce qu'on peut dire ça, que c'est là que l'histoire de Yarma commence? Est-ce que tu arrives, tu es chef de projet? Voilà, je suis chef de projet, community manager. Et donc là, à cette époque, je suis en charge de... Donc je m'occupe des comptes SGDM. Et là, en plus, tu parles de community manager. Là, on parle... C'est bien que tu précises ça parce que c'était il y a 13 ans. Mm-hmm. Et c'était pas le truc à la mode où tout le monde... je suis community manager. Ah ouais, pas du tout. Non, il n'y a pas Instagram en plus. Je sais pas. Alors, ça remonte à quand même pas mal loin. Instagram, on en parlait hier. Instagram, c'est 2011. Donc c'était les débuts d'Instagram. Ouais. Et oui, parce qu'on était surtout sur Facebook et un petit peu Instagram, c'est vrai. Et à l'époque, en fait, donc j'ai commencé à Noviris, 1400 € net. Voilà. Et du coup, community manager, CM, donc voilà, je m'occupe des comptes de SGDM, Audi, les voitures, tout ça. Très rapidement aussi, je m'occupe du CM, relation client de Canal+. Donc c'est là où j'ai mes premiers contacts avec Canal+. Et ouais, donc Yarma, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté Noviris en 2015, mai 2015. Donc t'as fait un petit bout de temps quand même, t'as fait 4-5 ans? Ouais, 3 à 4 ans, ouais. Mm-hmm. 3-4 ans chez eux. Peut-être qu'on switch, est-ce qu'il y a un mot, il y a qui j'en trouvais qui commence déjà pendant que tu es à Noviris ou bien tu le fais quand tu arrêtes? Alors, on va essayer de dire ça bien. Alors, on est les trucs s'enchaînent. Exact, mais ouais, voilà. En fait, ce qui s'est passé, en fait, qui j'en trouvais, c'est depuis 2009. Donc, en fait, qui j'en trouvais au départ, c'est, je suis pas là, c'est vrai, mais à distance, j'écris certaines histoires et je monte certains trucs. Tu vois, au fur et à mesure, voilà, je prends un peu de l'ampleur dedans. Quand je suis en Guadeloupe, à partir de 2012, je commence à tourner avec qui j'en trouvais. Ok. Et donc, là, après les petits boulots, après s'ensuit Noviris, qui est un boulot plus stable. Et oui, là, j'avance dedans. Et Yarma, vraiment, ça commence en 2015. Vraiment, quand j'ai quitté Noviris. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, même si j'avais trouvé le nom, peut-être en 2014, hein. Et tu vois, c'est con parce que c'est là, pendant qu'on parle, je dis Yarma, Yannick, Maya, c'est un peu... Ouais, alors... C'est une contraction, je suppose, des deux. Logique. Non, même pas. C'est mon nom à l'envers. Ok. Voilà. Ah bah oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Mais j'ai trouvé le nom, je crois, en 2013. Je sais même plus pourquoi. Ah oui, parce que je faisais des clips, en fait. Ah oui. En fait, j'ai commencé par faire des clips pour mon cousin, Little Espion. J'ai fait des clips aussi pour... Tu t'es payé 250 €, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et pour... Ne faites pas ça. Non, mais c'est voilà, ça. Ne faites surtout pas ça. Mais, tu sais, le clip dont je parlais, c'était un clip... c'était des meufs, en fait. Et j'avais kiffé faire ce clip-là. Franchement, jusqu'à maintenant, je kiffe ce clip-là. Parce qu'on avait... À l'époque, hein, on avait tenté des trucs et tout. Bon, bref.
C'était bien. J'aime bien, il faudrait que je le repartage. Et c'était 3 meufs, en fait. C'était complètement inédit. C'était une sorte de trio et le son était sympa. Donc voilà, je faisais les clips, donc il fallait que je monte un nom de prod et tout. Donc en 2013, je trouve le nom Yarama et tout. Mais j'avais pas de société, hein. C'était juste un nom de prod que tu mets quand tu fais des clips, c'est tout. Et j'avais pas de société, et je crée la société en 2015, quand je sors de Noviris, parce que Noviris me rappelle pour que je puisse faire des prestats vidéo pour eux, tu vois. Parce qu'il avait déjà vu que j'avais des compétences en vidéo, parce que c'est moi déjà à l'époque qui faisais des petits montages quand on avait des OPCM et tout. Mm-hmm. Donc je lui ai dit que je montais ma boîte, il m'a dit mais vas-y, si ça t'intéresse et tout. Et donc voilà, donc j'ai commencé à monter ma boîte comme ça. Et donc, mais j'étais toujours salarié. Tu vois, moi, j'étais pas en mode entrepreneur et tout. J'avais juste un truc à côté. Et pour même pas arrondir mes fins de mois, hein. C'était surtout pour, entre guillemets, kiffer. Parce que tout l'argent que je faisais, je le mettais dans le matériel. Ouais. Tu sais, il y avait rien qui rentrait dans ma poche, vraiment. Quand je faisais un petit chiffre d'affaires et tout, je mettais tout dans le matériel. À ne pas faire, tu vois. Mais bon, mais quand t'es salarié, bon, tu t'en fiches un peu. Enfin, tu t'en fiches. Tu gères pas de la même façon. Après, j'ai fait des abîmes et tout. Et quand j'ai compris que j'avais vraiment envie de me lancer à fond dans la vidéo et que être salarié, ça me bloquait. Bah, parce que c'est du temps. Tu montais, il y a toujours qui j'en trouvais en même temps. Voilà, c'est ça. Il y avait des projets qui j'en trouvais. Et là, tu commences à pas que monter, tu tournes aussi à ce moment-là, puisque tu commences à avoir du matos. Mm-hmm. En fait, avec qui j'en trouvais, à partir de entre 2014, 2015 jusqu'à 2018, 2019, on a été très, très prolifique, tu vois. Et ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps parce que on voit souvent que la partie vidéo de qui j'en trouvais, on faisait des prestations, on faisait des spectacles, donc faut répéter, tu vois. Donc moi, j'étais souvent là à toutes les répétitions. Donc moi, j'ai donné beaucoup, beaucoup de temps à tout ça. Et à un moment donné, faut que tu te dégages un peu de temps, tu vois. Je me rappelle quand j'étais à Ville des Abîmes, le mercredi après-midi, jeudi et vendredi après-midi, moi, je tournais avec Noviris, on était à JDM, tu vois. Le week-end, je tournais. Bref. Donc, l'un dans l'autre, je me suis dit, bon, je vais me lancer à 100% dans la vidéo. Donc, j'ai fait ça à partir de 2018. Hein. C'est à partir de là où j'étais 100% dedans. Même si j'avais, tu vois, par exemple, même Karata, quand ça a vraiment, on va dire, pété, quand il y a eu... Tu estimes que ça a pété quand, toi, du coup? À titre personnel, c'est vraiment toi. Moi, j'ai mon idée à moi. Ok. À travers mon prisme à moi. Mais pour toi, ce serait quoi le moment où ça a pété Karata? 2017. Parce que 2017, on a fait la vidéo en drone là, d'Akio aux Abîmes, à Bembridge. Donc, qui a été vraiment vue à ce moment-là. Et surtout, on a eu un article sur Guadeloupe Première. Donc, c'était... Bon, c'est une rubrique, je sais plus comment ça s'appelle. Mais, tu vois, là, tu te dis, OK, d'autres médias s'intéressent à toi et tout. On a fait quelques passages en radio aussi. C'était vraiment en 2017. Et voilà, après... et on a fait le Monamas à partir de 2018. Alors, Monamas, c'était autre chose. Mm-hmm. À partir de là, on a touché pas qu'un public qui est amoureux des gros papos. Et du coup, donc, tu as monté ta boîte de prod. Bon, voilà, on est entre, on va dire, 2015-2018. Mm-hmm. Tu as tout ça qui se passe. Tu fondes, du coup, tu lances Karata. Pour ceux, potentiellement, on va dire que le podcast voyage, c'est quoi Karata? Ceux qui connaissent pas. Alors, Karata, c'est un média spécialisé dans le carnaval des gros papos. Donc, en gros, faut savoir qu'en Guadeloupe, on a un carnaval où il y a 2 types, alors 3. Donc, tu as des gros papos, les groupes à caisse claire, qui ressemblent un peu plus à ce qui se fait à Rio, comme on dit, et tu as les Timas, enfin, les masses. Et donc, du coup, moi, je suis spécialisé dans les gros papos parce que j'aime ça. Moi, comme j'ai dit, j'ai grandi à Chauvel. Moi, quand j'ai grandi à Chauvel, quand j'étais petit, il y avait au moins 5 gros papos. Et les plus gros gros papos de Guadeloupe étaient à Chauvel, tu vois. En plus, je suppose que de chez toi, tu prends le son. Ah oui, bien sûr, Akio passe devant chez moi, tu vois. Quand j'étais petit, Akio était en face de chez moi. Tu vois, donc difficile pour quelqu'un qui est né à Chauvel de suivre. En fait, c'est votre ADN quelque part. Ouais, mais bien sûr. Tu sais, moi, peu importe le groupe, que ce soit Akio ou un autre,
quand je suis spectateur et même chaque premier dimanche avec Karata, franchement, ça me prend au trip. Tu vois, j'ai des frissons, quand tu sens la vibe, en fait, c'est ouf. Et c'est vraiment alors, ouf. est-ce que c'est pas difficile, même si c'est de la passion et que t'aimes la vidéo, vu que tu aimes ça, j'ai vraiment l'impression que tu aimes ça, le carnaval, en tant que... Parce que le vivre en tant que spectateur, c'est jamais pareil que de le vivre en tant que carnavalier. Ça te fait quoi, toi, Parce que finalement, tu peux pas courir. Là, tu as créé une entité qui te dépasse. Comment tu vis ça? Alors, moi, faut savoir que j'ai souvent, moi, vécu le carnaval en tant que spectateur. Parce que, alors oui, j'ai couru, hein, mais pas autant que d'autres. Je courais pas tous les dimanches, tout ça. Mais je sais pas, comme je t'ai dit, ça me renvoie de fortes émotions, une forte vibration, en fait. Et c'est ça que moi, j'aime dans le carnaval. Et surtout dans les groupes à peau, en fait. Parce que, comme je disais, quand moi, je te parle de carnaval, je vois surtout les groupes à peau. Et après, avec le recul, je suis bien content d'aimer les groupes à peau. Parce que faire Karata en caisse claire, c'est impossible. Ah ouais, c'est... Pas possible. Il y en a trop. Il y a trop de groupes. Ils sont partout. Enfin, quand c'est impossible, c'est difficilement rentable. Tu vois? Donc, ça demande beaucoup d'investissement et tout. Donc, et surtout, je pense que l'attachement au groupe à caisse claire n'est pas le même. Je dis, alors, c'est pas une critique. Moi aussi, je préfère les groupes à peau, mais ça vit pas de la même manière. Ouais. Comme tu dis, je pense qu'il faut le vivre. Je pense que c'est vraiment pas la même chose, en fait. Et puis voilà. Et puis, je pense aussi qu'ils ont moins ce besoin de visibilité. Enfin, à l'époque, en tout cas. Parce que toi, tu disais, je crois que c'était à la présentation du magazine, que, hormis le fait que tu aimes les groupes à peau, ils étaient moins mis en avant, ils n'étaient pas médiatisés comme les groupes à caisse claire. Et que c'est ce qui fait aussi que tu as lancé, que tu as voulu t'axer uniquement sur les groupes à peau. Tu sais, moi, je suis un gars, j'aime pas l'injustice, et je trouvais ça injuste. Je trouvais ça complètement injuste que les gens vont à Pointe-à-Pitre, ils ne sortent pas de Pointe-à-Pitre tant qu'Akio n'est pas passé, et tu vois jamais Akio à la télé. Tu vois jamais les groupes à peau avec une couverture média aussi poussée que les autres groupes, tu vois. Donc c'était à la fois injuste, anormal, c'était une incohérence, il y avait un bug dans le système, tu vois, il y avait vraiment un bug. Donc franchement, et je l'ai fait en me disant mon rôle, c'est de montrer tout le monde. Tu vois, et j'ai vraiment pas entamé le truc comme un média, j'ai entamé le truc comme en live les autres, en fait. En live les autres avec tous les groupes à peau, parce que ma politique, c'était de filmer tout le monde. De filmer vraiment tout le monde. Même si vous êtes à deux, vous avez un tambour, un fouet, on vous filme, en fait. Parce que vous faites partie de la famille, tu vois, la famille groupe à peau. Et il n'était pas question de passer sur un groupe et de ne pas le filmer. Et c'était ça vraiment notre réelle volonté, c'était de représenter la famille. Aujourd'hui, Karata est connu par un grand nombre de personnes, donc tu n'avais pas cette ambition de média. Tu l'as fait au début, par pure passion. Est-ce qu'à un moment, très rapidement, tu as senti que c'était monétisable et que tu pouvais vraiment faire quelque chose de communautaire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Karata. En tout cas, aux Antilles. Ou en tout cas, en Guadeloupe. Non, parce que nous sommes les seuls à avoir ce carnaval-là, donc bon. Mais là, aujourd'hui, oui, on est un peu connu grâce à Mounamas en Martinique. Laurie a pu le voir. Hein. En fait, sincèrement, comme je t'ai dit, je fais les choses quand j'aime les faire. Et je n'avais pas du tout cette ambition d'aller chercher de l'argent, en fait. Mais à l'époque, comme quoi, j'avais une compagne qui m'a dit par contre, à un moment donné, tu passes beaucoup de temps. Exactement. Moi, à quel moment tu commences à ramener des euros? Et lui-même t'es qu'à courir, hein, mais bon, je veux te dire, elle m'a dit, c'est elle qui m'a poussé, en fait. Elle m'a dit, ouais, mais bon, regarde, toi, quand monter et descendre,
tu prends des risques avec ta caméra, ton physique, enfin, à un moment donné, voilà. Faut générer un peu de trucs derrière, quoi. Moi, j'étais pas pressé, je t'avoue. C'est vrai? Ah ouais. Elle m'a dit ça après 2 ans. Elle m'a dit ça en 2017. Donc, c'est en 2018 que j'ai fait mes premiers partenariats. Et comment tu prends en pleine face cette vague de notoriété qui arrive aussi très rapidement, où les gens attendent que ça? Moi, je sais que j'arrive peut-être pas te donner une année précise, mais moi, je sais qu'à un moment, le dimanche, tout le monde attend ça. Je pense que l'année dont tu parles, c'est 2018. Parce que je crois que c'est l'année où on avait SFR en partenaire. Et c'est la première année où on a fait les lives, je crois. Parce que les lives ont vraiment marqué ce côté où on attend le dimanche, on attend Karata le dimanche soir, tu vois. Parce qu'avant, effectivement, ça sortait le lundi matin, tu vois, pour les gens qui sont en France. Et je crois que c'est là. Et pour répondre à ta question, alors, faut savoir que moi, je suis très réservé. Ouais. J'aime pas la foule. Alors oui, je peux parler beaucoup, c'est sûr, mais j'aime pas la foule. Et au début, je prenais les routes où il y avait personne. Franchement, au début, ça me stressait de marcher à Pointe-à-Pitre et les gens me regardent. Parce qu'en fait, les gens te regardent. En plus, toi, t'es grand. Ouais, alors. De quand tu passes un peu au-dessus de la foule. Ça, c'est mon problème. Franchement, c'est mon gros problème. Et je dis ça aux gens à chaque fois. Je dis, ouais, mais regarde, moi, les gens me disent, oui, mais les gens s'occupent pas de toi. Je dis, ouais, mais t'as vu ma taille? On est obligé de me regarder, en fait. Même si les gens te regardent pas pour X ou raison, en fait, c'est chaud parce que c'est chiant. Et du coup, ouais, je passais, tu sais, franchement, je prenais les rues sombres de Pointe-à-Pitre, quoi, pour pas que les gens me voient. Tu vois, franchement, j'étais gêné. Et surtout que les gens t'interpellent, tu vois, rapidement. Franchement, ça, par contre, ça a été un truc assez particulier parce que oui, rapidement, les gens t'appellent Karata. Alors, au début, ils nous appelaient Yarma. D'ailleurs, une anecdote autour de ça, à propos de ça, en 2017 à peu près, ouais. Moi, j'ai commencé à avoir du monde avec moi. Et donc, les gens appelaient Yarma, du coup, je me retournais, mais je me rendais compte que c'était pas moi qui s'appelait. Ça peut être Laurie. Ouais, exactement, parce que okay. C'était Laurie et Christophe. Et pour la première fois, il n'y avait pas que moi, tu vois. Fallait partager un peu le Yarma, tu vois. Et donc, ouais, après, moi, je suis quelqu'un, comme tu as dit, je m'enflamme pas. Et par contre, à chaque fois que quelqu'un me dit merci et tout, je le prends toujours comme le premier merci. Non, mais ça se voit. T'es quelqu'un de très, très humble. Et c'est tout à ton honneur parce que aujourd'hui, ça tu le sais, mais t'as créé une marque. Une marque qui est connue, reconnue. T'as tissé ton réseau et les gens veulent bosser avec toi. Peu importe ce que ça coûte, les gens veulent bosser avec Yarma. Ça veut dire que t'as réussi à avoir un style, une qualité, qui est sûrement à ton côté perfectionniste, qui fait qu'aujourd'hui, les gens te recommandent et veulent bosser avec toi. Et aujourd'hui, Karata, c'est ce que c'est un magazine, c'est un média où on arrive, du coup, cette année, on a essentiellement de parler de Karata, où tu as une grosse équipe. Donc, tu arrives là cette année, on voit que, ouais, Yarma, c'est la puissance, mais là, c'est la vraie puissance. Vous êtes une dizaine. Premier, je crois, dimanche, on se mange, 20 vidéos. Mais c'est un truc de ouf. Je vois des gars courir partout, je vois, comment il s'appelle? Mince. C'est pas grave. Qui ramène les cartes SD au QG. Jude. Je te croise un moment dans la rue avec ta caméra. Je croise Bégas qui a toujours mal au dos avec Laurie pour aller filmer. Les gars, mais c'est incroyable. Cette année, vous avez fait, je sais pas combien de temps vous dormez. Je sais pas si vous avez des copines parce que là, c'est chaud. Mais l'énergie que vous mettez dedans, franchement, chapeau. Merci. En fait, oui, vas-y. Et pour moi, tu vois, c'est comme si ça avait déjà un nom. Les gens connaissaient déjà, mais c'est comme si cette année, t'es arrivé à l'apogée de Karata. Parce que là, il y a des sponsors qu'on peut voir. Donc, on voit que ça tourne. Il y a une vidéo qui est boom, Jogger Sport, etc. Orange, machin. Et surtout, 20 vidéos, c'est pas une vidéo, c'est 20 vidéos. Ouais, c'est ça. Bon, par où commencer? Non, en fait, alors déjà, je pense que, effectivement, tu dis que j'ai créé une marque et tout. Encore une fois, bon, c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. Et je pense que
il y a certaines choses que j'ai mises en place sans m'en rendre compte. Encore une fois, c'est vraiment le premier média que j'ai fait, qui a pris de l'ampleur et tout. Aujourd'hui, je lance un autre média, oui, je sais quoi faire. Et je le ferai consciemment. Et là, avec Karata, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait consciemment, mais qui m'ont servi. Par exemple, tu sais, dernièrement, je regardais l'une des premières vidéos que j'ai faites en 2015, et j'avais déjà fait un générique. Tu vois, j'avais déjà fait un générique, et ça s'appelait déjà Karata, enfin. Ça s'est toujours appelé Karata, même si les gens ont mis du temps. C'est pareil, il fallait que je travaille un peu le branding. Mais je me dis que, et ça, c'est mon perfectionnisme, en fait, qui fait ça, c'est, moi, comme dit ma mère, ouais, mes belles bitées, on est grand chou, tu vois. Et c'est vrai, moi, j'aime, quand je fais un truc, je veux que ça soit présentable. Tu vois, c'est comme la masterclass. Franchement, le PowerPoint, j'aurais pu le faire plus vite. C'est parce que j'ai voulu donner un petit style et tout, tu vois, bon. Et, tu sais, rien que le fait de faire un générique sur le premier épisode, et chaque année, tu changes de générique, chaque année, tu essayes de brander un peu le truc, effectivement, ça te crée une marque. Donc, on a commencé en 2015, j'étais seul, ou j'avais toujours un pote comme avec moi qui me véhiculait le plus souvent possible. Aujourd'hui, effectivement, on est une équipe de 12 personnes. Et c'est vrai, je crois que... Alors, le premier dimanche, on a fait, je crois, 15 ou 18 vidéos, je crois. Et le deuxième, on a fait 21 vidéos, ouais. Bon, là, on s'est dit, c'est quand même un peu beaucoup, là. Parce que... non, parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit digeste. Tu vois, il faut quand même que le public puisse consommer les 21 vidéos. Après, les chiffres étaient là. Oui, c'est sûr. Parce que j'ai vu, ça... pas tout regarder parce que 20 c'est énorme, mais je regardais les chiffres et je me dis, ah ouais. Oui, non, cette année, ça a vraiment bien progressé. Et en tout cas, je suis content que tu aies remarqué le dispositif de cette année. Et tu vois, si tu savais à quel point j'étais... il y a quelqu'un qui a bien essayé de me supporter à ce niveau-là. Mais en novembre, décembre, j'étais pas confiant du tout. J'étais pas confiant sur la saison. Franchement, je me suis posé des questions. Sachant qu'on te réclamait, tu disais déjà tu savais pas, parce que, bon, faut dire que tu t'es installé à Montréal. Montréal, donc tu reviens un peu que pour ça, entre guillemets. Donc... En fait, oui. Alors bon, oui, j'ai un petit peu joué avec les gens, mais je savais que j'allais le refaire. En fait, je comprenais pas pourquoi ils s'attendaient à ce que je le refasse pas. En fait, c'est surtout ça. Je me dis, mais frère, les gars. Tu joues aimer le carnaval, vous êtes bizarre. Ouais, au-delà d'être aimé, frère, je me suis remarqué dans un truc, je sais pas quand je vais pouvoir l'arrêter, tu vois. Enfin, je pense que enfin, il y avait aucune raison que j'arrête, en fait. Mais j'ai pas compris pourquoi les gens avaient peur. Mais je pense que c'est l'effet où, en fait, comme effectivement en 2022, on n'a pas recommencé parce que, tu sais, par rapport au Covid et tout, par rapport aux équipes, même s'ils voulaient, j'aurais dit, bon, écoute, on va apprendre, c'est un peu mollo. Mais après, finalement, sur la fin de saison 2022, on a repris. Mais les gens, je crois, ils ont oublié qu'on avait repris quand même à faire des vidéos en 2022. Et les gens avaient peur, franchement, oui. Mais moi, bon, je blaguais un peu avec ça, mais je savais que j'allais refaire. Mais j'étais pas confiant parce que on était en retard dans les partenaires, parce que c'est super important. Et surtout, tu sais pourquoi j'étais en stress? Parce que je voulais faire beaucoup plus. Franchement, ce qu'on a eu cette année... Tu voulais faire plus que ça? Oui. Oui. Là, j'avais vu vraiment plus grand. Et donc, en fait, il y a bon, je vais pas le dire, mais il y a 2 dispositifs qu'on n'a pas fait. Bon, je vais pas décliner ce qu'on voulait faire, mais parce qu'on va essayer de le faire l'année prochaine, qui était beaucoup plus grand que ça. Mais faute de partenariat costaud, on n'a pas pu le faire. Tu vois? Donc, après, le magazine, c'est arrivé après. En fait, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que Bénédicte Maja m'a proposé de faire le magazine. C'est ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit... pas chaud. C'est sûr. Tu sais, après, elle m'a expliqué, elle m'a dit, mais attends, Karata, c'est une marque et tout ça, comment ça, tu veux pas faire le magazine? Je lui ai dit, ouais, mais je sais pas écrire, moi. Elle m'a dit, mais t'inquiète, des gens vont écrire, tout ça. Je lui ai dit, ouais, mais tu t'occupes de ça parce que moi, je sais pas faire. Hein. Elle m'a dit, ok. Et elle s'en est occupée. Est-ce que je te coupe, on est en avril. Est-ce que parce que là, je me rends compte de ça sur le papier. Tu te rends compte de ton année 2023, du 1er janvier à aujourd'hui, entre le dispositif Karata. On parle du dispositif Karata. Faut pas oublier les séries que tu as fait avec la série avec Genius. Et ça... La masterclass, franchement, en 4 mois, t'es chaud, hein. Et tu m'as dit que t'as 2 trucs que t'as pas fait. Oui, parce que... Je sais pas qu'est-ce que t'avais prévu,
Mais il reste 8 mois, tu sais. Alors- La durée, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Oui, c'est ça. Faut pas se brûler. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, oui, mais par rapport au franchement dispositif Karata, on avait vu plus grand. Mais effectivement, je pense que si tu veux, rien ne se fait par hasard. Tu vois, ces 2 gros trucs-là se sont pas faits. Mais effectivement, il y a eu le magazine, dont je suis très fier. Franchement, je suis très fier parce que, on a fait, comme je disais tout à l'heure, hein, un mémé bitin. Donc, on a fait le maximum qu'on pouvait faire sur le magazine. En un mois, je crois. Hein. Voilà. Donc voilà, en un mois, pareil, c'est quelque chose où il fallait trouver des partenaires rapidement. Ça a vraiment pas été facile. Et aussi l'émission. Franchement, pareil. L'émission, c'était, j'y ai pas pensé il y a un an. Hein. On y a pensé au mois de décembre. On a proposé le projet. On nous a validé le projet rapidement. Et ça s'est fait. Et j'en suis très fier. Parce que c'est un projet où j'ai beaucoup délégué. Ce que j'ai du mal à faire. Parce que tu disais justement en masterclass que le montage, t'aimais vraiment ça. Exactement. Et je l'ai pas monté, celui-là. Okay. Et franchement, merci Zando. Merci à toute son équipe parce que ils ont vraiment bossé dessus. Ils ont bossé dessus et donc en fait, c'est eux qui ont fait tout le montage. Franchement, et j'ai validé le montage. J'étais malade parce que je suis tombé malade cette année. 2 fois, ça m'arrive jamais. Tu vois, donc c'est parce que le rythme était très élevé. Soutenu. Ouais, j'ai eu la grosse grippe là et d'ailleurs j'ai refilé la grippe à Zondo, je crois, ce soir-là. Mais on a fait une nuit blanche. Je validais les trucs. Mes yeux étaient à moitié ouverts. Je suis arrivé pour valider les trucs, je dormais, j'étais malade. Et donc ouais, les gars ont beaucoup bossé. Et oui, comme tu dis, Karata a fait une belle saison avec ça. Donc, la saison quand même était belle en termes de contenu vidéo. On a eu de beaux partenaires aussi. Le partenariat a commencé, on était très contents avec Monamas. Et voilà, une belle saison Monamas aussi. On a été en Martinique. Donc tu vois, donc il y a eu beaucoup de nouvelles choses, tu vois. Et de tous ces projets, bah, j'ai pu mûrir ma réflexion. J'ai pu faire, j'ai pu réfléchir sur l'année prochaine. Là, je sais déjà ce que je vais faire. En mieux, en plus grand. Et voilà. Je pense que tout ce qu'on a fait cette année, on va le garder. Et on va faire, mais en mieux et en plus grand. Ok. Donc, première expérience média où, là, au début, tu commences, mais c'est pas assez compliqué, mais tu penses pas le coup. Tu as pas le côté business tout de suite. Mm-hmm. Tu es sur Timoun aussi. Mm-hmm. Et je pense que là, tu l'as réfléchi le truc différemment. Mm-hmm. Je pense que les partenaires sont arrivés peut-être dès le départ. Parce que tu l'as peut-être pensé comme ça. Celui-là, qu'est-ce que ton bagage de Karata t'a donné comme skills supplémentaires pour qu'il devienne ce qu'il est? Alors, déjà, les deux ne démarrent pas dans une époque similaire. Effectivement, ouais. Mais, en fait, c'est 2 médias qui sont aussi complètement différents. C'est-à-dire que sur Timoun, effectivement, très rapidement, on a compris qu'il y avait une demande. Déjà. Santé, tout ce qui est lié à l'enfance. Voilà, c'est ça. Il y avait, il y avait des médias qui existaient, mais en tout cas, moi, je les connaissais pas. Alors peut-être qu'elle les connaissait, mais moi, je les connaissais pas. Mais c'est vrai que, alors, média, c'est un média. Timoun, c'est un média dédié à la parentalité, donc on essaye de... En gros, l'idée, c'est que quand tu deviens parent, toi, tu l'as déjà été, quand tu deviens parent, personne t'a appris, il n'y a pas d'école pour être parent, tu vois. Tu débarques dans le truc. Donc, personne t'a appris à être parent. Tu débarques dans le truc, t'as pas forcément de réponse à des questions, t'as pas de réponse. Et du coup, notre but, c'était vraiment d'aider les parents en cela, de leur donner des outils pour évoluer dans cette vie de parents au niveau de l'éducation et de la santé. Et donc, c'est vrai que quand j'ai commencé ça, l'idée, les partenaires sont venus, oui, mais alors il n'y en a pas pléthore non plus. Mais je pense que là, encore une fois, ce qui a fait la force de ça, c'est que on l'a développé en toute sincérité. Franchement, sans attendre vraiment en retour au niveau business, en fait. Okay. Tu vois, c'est après quand même qu'on s'est dit, bon là, ça nous prend du temps quand même, tu vois. Mais tu vois, cette question, elle est venue plus tôt que Karata. Tu vois, Karata, j'aurais pu y être encore, enfin bon, peut-être pas aujourd'hui, mais
peut-être si on m'avait pas conseillé de le faire, je l'aurais pas fait tout de suite, tu vois. Mais là, c'est effectivement, en commençant, je savais que, bientôt, il faut qu'on commence à générer de l'argent parce qu'on peut pas tenir comme ça pendant X temps. Donc, c'est en cela que ça m'a apporté une expérience. Après, effectivement, comment dire, j'avais déjà vu aussi comment ça se passait sur d'autres médias en termes de parentalité. Donc, j'avais déjà plus, comment te dire, je réfléchissais plus facilement en termes de contenu et en termes de, ok, qu'est-ce qui va être, enfin, je savais plus facilement ce qui peut intéresser les gens ou pas. Tu vois, et comment le faire ou pas. Mais la différence, c'est que là, j'étais pas seul. Tu vois, quand t'es tout seul, tu prends des décisions tout seul, en fait. Et tu fais ce que tu veux. Entre guillemets, tu vois, tu fais à ta sauce. Là, il faut quand même que tu peux pas faire vraiment tout ce que tu veux. Tu vois, tu dois quand même négocier. Voilà. Donc, il y a des négociations. Ouais. Donc là, c'est pas pareil. Okay. Mais, et tu vois, et quand même, ce média-là, je pense aussi qu'on a essayé de le faire de façon propre, qualitative. Oui, c'est le cas. Voilà, et c'est ce qui a aussi ramené les gens très rapidement dessus. Parce que franchement, on a eu très vite les 10 000 abonnés, tout ça. C'est cette partie-là aussi que je voulais souligner, c'est que Karata aujourd'hui, tu me disais 30 000 non, je crois que c'est plus. Plus Je crois que c'est... bref, peu importe. Ouais. On vérifiera. Ouais. Mais effectivement, à un moment, tu sais, j'étais happé par tout ce qui est chiffres, réseaux sociaux, 10K, 20, 30 machin et tout. Et effectivement, sur Timoun, vous avez été très rapidement aux 10 000. Et je me suis dit, ah oui, quand même, tu vois, installer tout de suite une image propre, très quali, et une communauté, parce que forcément aussi, je pense que ça a été réfléchi, comme tu dis, en France, ça intéresse, et parce que, en tout cas, sur les réseaux, il n'y avait pas encore spécialement de vidéos où on pouvait trouver des conseils sur comment suivre son enfant quand il pour parler, marcher, etc. Et du coup, vous avez réussi à apporter ça. On va quand même passer, puisqu'il y a quand même d'autres choses que je voulais voir avec toi avant qu'on termine, parce qu'on approche déjà de l'heure. Enfin, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Il y a aussi Choker Studio, où là, finalement, c'est une agence de communication, c'est ça? Alors, aujourd'hui, Choker Studio, c'est... Une boîte de prod. Ouais, je voulais pas répéter studio, mais... donc, Choker Studio, c'est une agence de création de contenu. Okay. Donc, on propose aussi donc, du community management. Donc, on peut aller de la création de contenu de marque jusqu'à un spot pub, et en proposant aussi une stratégie de communication et comment ça s'appelle, de community management. Donc, voilà. Donc, et je me suis associé justement avec Happyman et Vanessa Ronel. Vanessa Ronel avec qui je travaillais en fait à Noviris, donc ça fait près de 10 ans qu'on se connaît presque, ou 8 ans, un truc comme ça. Et donc Guillaume, en fait Guillaume c'est particulier parce que, en fait c'est pas particulier, mais c'est Vanessa qui nous a vraiment réunis. D'accord. Parce que aujourd'hui on voit que vous avez une très forte complicité, on dirait un rapport un peu de deux frères. Ouais, le monde qui a dit ça. Parce qu'on se ressemble d'une certaine façon. Mais c'est vrai qu'en fait, il m'a envoyé des photos il y a longtemps, mais genre en 2013, il avait fait des photos de moi avec qui j'ai entouré des trucs qui datent. On avait fait une opération avec Air Caraïbes à l'époque. Mais du coup, on se croisait, en fait. On se croisait et voilà. On se fréquentait pas plus que ça, tu vois, vraiment de façon professionnelle. Et c'est parce qu'on a commencé tous les deux à travailler pour Vanessa, parce que Vanessa était salariée et on travaillait pour elle. Donc c'était notre cliente à un moment donné. Et après, on s'est dit pourquoi pas monter cette boîte-là pour proposer un service complet, quoi, avec vidéo et photo. Et ce qui est finalement la résultante entre toute ta qualité en tant que réalisateur, finalement ce que tu proposes avec Choker Studio. Il y en a un écosystème autour de Yannick Mayer. C'est intéressant. Et on pourrait parler pendant longtemps encore. Et c'est quoi, toi, finalement, ton feedback personnel de ce fameux week-end de masterclass avec Willem, qui, pour reclasser un peu les choses, c'était l'échange que j'avais avec quelques personnes, c'est le Guadeloupéen qui a le plus de followers. C'est-à-dire, après Kalash, c'est Willem. Ça fait quoi de respirer le même air que quelqu'un qui est suivi par plus d'1 million de personnes? Je sais pas si tu t'es rendu compte de ça. Il a plus d'1 million de personnes sur les réseaux sociaux.
Alors, il faut revenir quand même sur la stat. C'est vrai ça? Et tu disais 4 millions en plus sur Facebook. Ouais, il a 4 millions. Non, en fait, je t'avoue, je pensais aux basketteurs. Il y a Gobert aussi. Oui, mais bon. Hors sportif, oui, c'est sûr. Parce que même chanteur, je pense pas. Il n'y en a pas. Je pense que le plus gros, c'est Admiral. Ici, Admiral, ça doit être. Il a 300 000 300 000, tu vois. 300, Donc, 400, ouais. il a mis la barre beaucoup plus haute. En fait, sincèrement, je vais te dire un truc. Je crois que je vais réaliser un peu après. Tu sais pourquoi? C'est parce que j'étais tellement dedans. Parce que dans l'organisation aussi, les filles m'ont beaucoup aidé. Et enfin, bon, c'est surtout leur projet, tu vois. Mais ça m'a beaucoup aussi pris, enfin, la préparation, j'étais en stress et tout, donc je réalisais pas vraiment. Mais aujourd'hui, tu sais, moi, Willem, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux gens, tu vois. C'est sûr que tu vas en venir, mais vas-y. Non, mais c'est que pour moi, le mec, il est trop fort, tu vois. C'est-à-dire qu'il est sur une autre planète. Tu vois, il est vraiment sur une autre planète. Si demain, enfin, je pense qu'on réalise pas. On réalise pas. Et quand il va le faire, les gens vont commencer à réaliser, tu vois. Parce que, effectivement, comme il sort, il a fait Vine, il a fait Facebook, peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, mais frère, il est au-dessus. Il est clairement au-dessus. À une autre époque, en plus, tu vois. C'est ce qui est fort. Rien à voir. C'est ça que moi, je souligne le chiffre, pas tant pour le chiffre, mais c'est que on est, et ça moi, ça m'a foutu une claque. Et j'ai senti qu'il y avait beaucoup de points communs entre vous deux dans la réalisation, le perfectionnement, etc. Que tu étais chaque fois, quand tu disais un truc, tu soulignais en disant que ça te rassurait. Ouais. C'est que aujourd'hui, on est happé par les chiffres, la course aux followers sur les réseaux sociaux, alors que quand on l'écoute, en fait, c'est de la merde. Bien sûr. Fais ton truc propre, toi kiffe déjà. Et la résultante, après, tu vois ce que tu mérites finalement. Mais nous, on est. Et c'est pour ça que je me dis, en sortant, je me disais, c'est dommage, ça aurait été bien que on retourne à une ère où les chiffres n'existent plus et les gens sont juste appréciés pour la qualité de leur travail. Et c'est là que finalement, on pourrait sortir des projets dans le laps de temps qu'on souhaite et les gens seraient jugés uniquement sur la qualité et pas sur la quantité qui sortent sur une période. Et tu sais, et c'est vrai que je me retrouve beaucoup en lui. Moi, j'ai pas voulu dire, mais parce qu'en fait, il disait que, en gros, si tu es bon, t'as pas besoin d'être sur les réseaux, tu vois. Et oui, j'ai big up ça fort parce que je crois que c'est vrai. Après, je lui dis bon, en même temps, toi, t'as pas besoin parce que t'es un génie, tu vois. Mais c'est vrai. Tu sais, comme il disait, si t'as kiffé un truc il y a 10 ans et que t'as vraiment kiffé et que le truc sort 10 ans plus tard, tu vas regarder, tu vois. Clairement. Moi, Friends, ils font une série demain, je suis le premier à regarder, tu vois. Inception, je suis capable de le regarder encore. Voilà, exactement, parce que t'as kiffé, parce que c'était bon. Parce que c'est même pas que t'as kiffé, c'est parce que c'était bon. Et, en fait, et à un moment donné, il a dit qu'il regrette qu'aujourd'hui, on n'ait plus je crois qu'il a dit cette décontraction. Tu vois, un peu cette insouciance, un peu ce truc de se dire que, en fait, aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, souvent, on pense au résultat. Est-ce que les gens vont kiffer? Est-ce que les gens vont aimer? Tu vois? Alors que, quand tu le fais juste en te focalisant sur ce que tu es en train de faire, sur le contenu, sur la qualité que tu veux donner, ben, effectivement, souvent, tu as un meilleur résultat, en fait. Parce que tu n'es pas pris dans des sortes de peurs qui te d'auto-destruction, en fait. Parce que souvent, tu t'auto-sabotes, en fait. En ayant peur, en te posant plein de questions sur ouais, mais si bon et tout. Alors que, vas-y, fais. Essaye de le faire déjà, et puis après, on verra. Mais, non, moi, j'ai kiffé son intervention. Franchement, j'ai kiffé parce que. Et je me suis dit, je comprends aussi son absence. En fait. Parce qu'il a dû se dire, ouais, c'est trop du fou là-bas. Tu vois, ces messieurs sont fous. Et non, je pense que c'est quelqu'un qui a juste envie de faire ce qu'il aime et le faire bien et de prendre son temps, en fait. Et il n'y a pas d'affaire tu vas me forcer à faire ci ou ça. Tu vois. Sous prétexte qu'il me faut. Ouais, mais tu sais, c'est là où tu sens, on dit souvent oui, c'est un vrai artiste, mais c'est pas que ça, c'est un vrai artiste, c'est une vraie personne qui aime ce qu'elle fait. Tu vois, c'est simplement ça. Il est juste vrai. Mais moi, j'étais vraiment au-delà parce que, tu sais, moi, je le connaissais pas non plus. On
n'a pas échangé longtemps avant la masterclass, hein, parce que lui, il est très pris par son projet actuellement. Ouais. Donc, franchement, c'était difficile de pouvoir échanger avec lui longtemps. Donc, on a vraiment pu échanger à la masterclass. Et j'espère en tout cas que les personnes présentes ont bien intégré ce qu'il disait, parce que c'était hyper riche, et surtout dans la mentalité. Parce que nous faisons des métiers où comment te dire, regarde, demain tu fais un film, si ton film ne fait pas d'entrée, c'est foutu pour toi, tu vois. Et donc, tu dois faire à la fois ce que t'aimes, mais tu dois le faire ce que t'aimes en pensant à ce que les gens aiment, parce que si les gens n'aiment pas, ils vont pas venir. Donc, c'est un métier compliqué. Franchement, quand t'es dans l'artistique, c'est très très compliqué, parce que l'artistique se mêle tellement au business. En fait, des fois, j'ai l'impression que artiste et business, ça marche pas, en fait. Ça n'a pas du tout la même logique. Ouais. L'artiste, c'est une personne vraiment entière, on va Exactement. dire. Et le business, ça n'a rien à voir avec les choses entières. Il y a des fois, tu dois faire les choses parce qu'il faut le faire. Alors que dans le monde artistique, en général, normalement, hein, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Normalement, tu dois le faire avec le cœur. Tu le fais pas avec les dollars dans les yeux, tu vois. Normalement, ça marche pas. Après, quand t'es très très fort, t'arrives à le faire, tu vois. Les Jay-Z, tout ça, les Beyoncé, ils sont très forts, tu vois. Mais, normalement, voilà. Quand tu es dans le monde artistique, tu dois le faire avec ton cœur. Et là, en général, ça marche. Tu vois. Et même s'il y a des erreurs, comme disait Willem, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie du game. Est-ce que, donc, pour ta première masterclass, est-ce que tu as pour ambition, au projet, de continuer à former, à partager ton expérience, peut-être de manière plus poussée, ou pas? Et franchement, oui. En fait, tu sais, moi, je pense que, et pareil, si t'as personne pour te dire, vas-y, arrête de nous emmerder. Moi, ça fait longtemps que je veux faire ça. Ok. Ouais, ça fait longtemps que je veux faire ça, parce qu'en fait, après, il faut avoir une certaine confiance en soi, machin. Mais ça fait longtemps que je veux faire ça parce que je trouve, il y a des choses que je vois, des fois, je me dis, c'est dommage, les gens, ils auraient pu faire mieux. Tu sais, je suis même pas là en train de critiquer, en fait, je me dis que... S'ils savaient peut-être... S'ils savaient, c'est juste que parce qu'ils savent pas, ou que personne leur a dit quelle technique il faut employer pour que ça fonctionne, ça soit plus beau, tu vois. Moi, je suis même pas là en train de me dire, ouais, moi, on a fait, mais non, je me dis, c'est dommage, c'est juste qu'ils savent pas, tu vois. C'est juste ça. Et moi, mon but, alors, c'est peut-être prétentieux de ma part, hein, mais c'est de partager pour qu'on soit tous meilleurs, tu vois. Qu'on soit tous meilleurs, que le niveau grimpe, même si, en fait, en vrai, il y a un bon niveau quand même ici, je trouve, pour les 400 000 habitants, on a déjà un bon niveau dans l'audiovisuel, mais je pense qu'on peut faire encore mieux, tu vois. Et je trouve, Pointe Noire, c'est bien, hein. Franchement. Mais de ce que je vois, je sais où tu vas en venir aussi. J'ai envie de dire, les meilleurs, les meilleurs. Oui, les gens que je côtoie, toi, si je devais citer deux personnes, toi et Diane, vous êtes encore des autodidactes, tu vois, et vous êtes arrivés chacun dans des spécificités différentes au niveau auquel vous êtes, sans passer par Pointe Noire. Oui, après, on nous sommes trop vieux pour Pointe Noire, mais je sais même pas, franchement, tu vois, comment je te racontais les trucs, à cette époque-là, j'étais même pas intéressé par ça. Donc, je serais même pas allé à Pointe Noire, dans tous les cas, tu vois. Mais, je pense comment te dire, en étant autodidacte, effectivement, on peut aller très très loin. Mais pourquoi Diane et moi, on arrive justement à proposer un truc de qualité, c'est parce qu'on a faim, c'est parce qu'on aime ça, en fait. Diane, il est comme moi. Franchement, c'est pour ça que je le kiffe, hein, le gars. C'est pour ça que je l'ai invité. Parce que j'ai travaillé 2-3 fois avec lui. Je me suis dit, ah ouais. En fait, c'est pas un jeu de mots, mais il est passionné. Et du coup, ça m'amène à les deux dernières questions de clôture. La première qui est, quel conseil que tu te donnerais, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner au Yannick d'il y a des années, au moment de lancer, de commencer qui j'en trouvais, peut-être de commencer même Karata au tout début, qui sort de chez lui avec sa caméra pour filmer des bons papous sans but de faire de l'argent, d'avoir des sponsors. Ce serait quoi que tu veux dire? Question difficile. Non, mais je pense, oui, parce qu'en fait, au final,
j'aurais eu envie de lui dire, ouais, ne change pas, tu vois. Écoute-toi, toi, en fait. Et ouais, parce que tu sais, c'est difficile de répondre à cette question quand tu ne regrettes quasiment rien, en fait. Et tu vois, et peut-être que la solution est dans le quasiment. Parce que aujourd'hui, ouais, je regrette rien. Je regrette rien parce que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait parce que je le voulais. Et ce que j'ai pas fait, c'est parce que j'avais pas le temps de le faire, parce que j'étais en train de faire des choses que je voulais faire. Tu vois, et c'est vraiment ça. C'est parce que tout ce que j'ai pas eu le temps de faire, c'est parce que j'étais occupé à kiffer ailleurs, en fait. Donc j'aurai le temps de le faire, je pense, un jour. Et tu lui dirais... Ouais, je lui dirais kiffe, et tu verras, ça va fonctionner. Ok. Et du coup, la dernière, c'est quoi pour toi, très personnellement, la définition de la réussite? Pas au sens... L'argent? Même pas. Purement Yannick, qu'est-ce qui ferait que tu as fait déjà peut-être, que tu as envie de faire, ou quand ce sera fait, tu te diras, c'est bon, tu as réussi? Bah, c'est peut-être un peu... tu vois, là, je suis en train de réfléchir à ce que les gens vont se dire. Tu vois, c'est typiquement là où tu te dis... on est dans un truc où on fait trop pour les gens, on dit trop des choses pour les gens, tu vois. Mais en réalité, et j'y pense parfois, je te jure que j'y pense, je pense que le jour où je me dirais... Et le pire, c'est que je pense que je vais même pas me dire que j'ai réussi, je vais me dire que bon, j'en veux d'autres ou il faudra recommencer. Moi, je pense souvent à l'Oscar ou à un César, tu vois, parce que, je sais pas, je trouve que, moi, ce qui me plaît le plus, c'est la reconnaissance des pairs. Et, parce que, ouais, moi, c'est ce que je kiffe. Et, parce que pour moi, les Césars ou un Oscar et tout, c'est pas forcément une compétition, c'est plus une reconnaissance. Et moi, c'est la reconnaissance qui m'intéresse vraiment. Et voilà, c'est pas forcément gagné, mais voilà, c'est le plaisir que de savoir que les gens qui font la même chose que toi, bah, voient une certaine qualité dans ce que tu fais, ou en tout cas reconnaissent que tu fais quelque chose de bien. Donc le public, c'est bien, j'avoue, mais c'est Thierry Henry aussi qui disait ça, qui a apporté une plus grande importance en fait à tous les prix qu'il pouvait gagner, qui étaient décernés par ses pairs, tu vois, par les autres joueurs de foot. Et moi je suis un peu comme ça aussi. Et je pense que je suis comme ça parce que j'essaye de me faire à travers mon travail. Tu vois, voilà, je suis pas quelqu'un où, voilà, tu vois, il y en a qui sont très à l'aise pour se mettre en avant personnellement, ou tu vois, de se mettre en avant, moi j'arrive pas à le faire, c'est pas mon truc, tu vois, les photos, tout ça, c'est pas trop mon délire. Et parce que je mise beaucoup sur mon travail. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, demain, s'il y a de reconnaissance, c'est mon travail. Demain, alors je parle d'Oscar, je parle de César, ça peut être aussi le prix de la meilleure pub et tout, bon après c'est pas pareil. Mais ouais, c'est plus de reconnaissance comme ça, un festival, tu vois. D'ailleurs, il faut que je fasse des courts-métrages là, des festivals. Mais ouais, c'est plus ça, tu vois. Et même quand je disais, allez, demain, je gagne un César, je vais me dire, ok, je vais faire le discours, et la vie va finir, faut continuer, tu vois. Faut aller plus loin, un deuxième, un troisième. Après, je pense que quand t'en as gagné un, t'es rentré dans l'histoire, donc bon, tu vois les choses différemment, ça te libère peut-être, ça te donne déjà des opportunités, mais ça te libère pour faire des choses comme tu le souhaiterais. Enfin, je pense, dans mon monde idéal, j'imagine que c'est ça, mais c'est peut-être pas ça aussi, tu vois. Et on revient à Willem. Lui, il a envie de faire un film, mais comme il veut. Et tu vois, il disait bien, c'est plus compliqué. Il aurait déjà fait un. Il aurait pu déjà en avoir fait un parce que... faire en ouvrant la porte de lui-même. Exactement, tu vois. Et bref. Mais je pense qu'on est de plus en plus à avoir cette mentalité-là. Après, à un moment donné aussi, tu sais, il faut garder les pieds sur terre. Parce que on ne pourra pas tous gagner, tu vois. Donc, mais... faut garder les pieds sur terre parce que des fois aussi, je dirais pas qu'il faut savoir voir ses limites, mais tu sais, mais à un moment donné, faut peut-être changer de comment te dire,
t'as un objectif, t'as fixé ton plan et tout, mais des fois, il faut un peu changer de plan. Tu sais, faut un peu passer par des chemins détournés pour peut-être atteindre ton objectif un peu plus tard. Tu vois. Donc, voilà. Mais c'est ça, je pense, la réussite, pour moi, c'est être reconnu par un CPA. Et je pense, parce que, admettons, demain journée, que chez moi je suis malheureux, alors j'ai pas envie de dire, ouais, je suis malheureux, je suis tout seul chez moi, dans mon cercle familial ça se passe mal, à quoi bon? Tu vois, je suis dépressif et tout, à quoi bon? Ça, non. Tu vois, je veux bien y aller déprime en étant bien physiquement, mentalement et tout ça. Voilà. En tout cas, Yannick, merci. Moi, je considère que tu es reconnu par tes pairs. Je pense que beaucoup le considèrent. On a parlé de Karata, on a parlé de qui j'en trouvais, on a parlé de Joker, on a parlé de Timon. C'est tous les Oscars que tu as déjà. Alors tu pourrais en avoir un autre pour le cinéma de manière pure et dure. Et du coup, ce sera une victoire pour nous tous, que ce sera quelqu'un de chez nous. Et quand je vois tout le parcours que tu as fait, ça me rassure. Parce que tu as réussi à créer quelque chose, un média qui fonctionne, même plus ou moins. Et ça nous encourage. Donc merci pour ça. Eh bien, de rien, et écoute, j'espère vous encourager encore longtemps, hein, parce que... Non mais, enfin bref, on peut parler encore 2 heures. Donc... Merci à toi, c'était carré.